Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le bras de fer contre les géants de l'industrie pornographique n'est pas terminé. Ce sont les dernières nouvelles qui alarment principalement lorsqu'on pense aux conséquences pour les mineurs. On en parle dans la première partie de notre émission avec notre invité. Éduquer à la citoyenneté et accompagner la transition écologique reste un enjeu majeur pour les jeunes et les générations à venir. On en parlera avec une association active à ce sujet. Ce sera en seconde partie. Dans sa chronique, Adrien Fontenot fera la lumière sur les marches des fiertés qui ont déferlé dans les rues ce samedi. Mais tout de suite, place à l'actu avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec l'épisode de canicule qui touche quasiment toute la France et les écoles ne sont pas épargnées malheureusement. Des températures exceptionnelles de 34 à 40 degrés, une vigilance orange qui couvre 84 départements est valable jusqu'au 2 juillet. Et dans ce contexte, près de 200 écoles fermées totalement ou en partie sur décision de certaines communes. À Tours par exemple, les écoles sont fermées l'après-midi pendant les pics de chaleur avec fin des cours vers 11h30 ou 13h30. Pour limiter l'exposition des élèves aux fortes chaleurs. En Occitanie, ces fermetures ne sont pas systématiques, c'est ce qui révolte Xavier. Il est chauffeur de transport pour enfants handicapés. Je parle avec eux et par exemple, ils me disent à l'école, ils n'ont pas de climatisation. Donc il y a des ventilateurs qui font tellement de bruit que parfois ils n'entendent pas ce que disent la maîtresse. Et donc moi, je suis content de témoigner parce que je ne comprends pas comment la rectrice de l'Académie d'Occitanie a déclaré hier ce n'est pas anodin de fermer les écoles pour la dernière semaine d'école. Et il se trouve que les enfants m'ont dit on va faire des jeux toute la semaine. Donc c'est aberrant. En Espagne, ils sont déjà en vacances. Vous dites quoi ce matin, Xavier? Il faut fermer les écoles? Ah oui, moi je suis pour fermer les écoles parce que c'est pas vrai que la dernière semaine de classe on travaille, on étudie. Sauf que je sais que le président avait dit oui, les vacances d'été sont trop longues et donc peut-être c'est pour ça qu'on a décalé la sortie au 4 juillet au lieu de la sortir vendredi. Vendredi, ça aurait été parfait. Le ministère de l'Éducation nationale, en connaissance de cet épisode de canicule qui allait venir, avait effectivement exclu un report des vacances scolaires, de même pour les examens. Moi, j'ai rappelé au recteur les consignes à appliquer, qu'il s'agisse de l'organisation des examens ou de l'accueil des élèves, donc éviter d'utiliser les salles trop exposées, permettre à chacun de s'hydrater, arrêter l'activité physique. S'agissant des examens, donc heureusement les épreuves écrites sont derrière nous, mais des oraux vont encore se dérouler cette semaine pour le bac ou pour l'épreuve anticipée de français. Là, la règle, c'est de faire preuve de souplesse, à la fois vis-à-vis des personnels, des correcteurs qui ont des problèmes de santé ou vis-à-vis des élèves fragiles, donc de permettre d'adapter, par exemple, l'heure de passage pour un élève qui a une situation de fragilité. La ministre Elisabeth Borne qui privilégie donc une gestion au cas par cas sur décision des recteurs, préfets et maires ou même des parents. Et cela révolte la secrétaire générale du SNES FSU, Sophie Vénétité. Quand j'ai entendu Elisabeth Borne, c'est bien simple, j'ai eu l'impression de revoir Jean-Michel Blanquer au moment du Covid, avec des annonces la veille de la reprise des cours, des annonces complètement déconnectées de la réalité. Il va surtout falloir anticiper, se mettre au travail sur les plans d'adaptation, de prévention et enfin lancer le plan de rénovation du bâti scolaire qu'on appelle de nos voeux depuis plusieurs années. Dans plusieurs départements comme par exemple le Vaucluse, le syndicat Force Ouvrière encourage de son côté les enseignants à user de la procédure de signalement pour danger grave et imminent, un dispositif légal prévu par le Code du travail applicable à la fonction publique et qui permet à un agent ou salarié de signaler une situation mettant en danger sa santé ou sa sécurité de façon imminente. Le syndicat demande aux enseignants de relever les températures dans les salles de classe à plusieurs moments de la journée et d'envoyer les signalements aux autorités pour forcer l'administration à réagir. Et toujours au chapitre sanitaire, dans l'Aisne, le cluster d'intoxication alimentaire à la bactérie E. coli continue de faire des ravages. Le 16 juin dernier, elle a causé la mort d'un enfant de 11 ans et depuis, le nombre de personnes touchées ne cesse d'augmenter, 29 au total, dont 28 enfants et une personne âgée. Parmi elles, 10 ont développé un syndrome hémolytique et urémique, une complication rénale grave. Après enquête, la préfecture a confirmé la présence de traces d'E. coli dans
au moins 5 boucheries de Saint-Quentin, toutes fermées par précaution. Un cas supplémentaire vient d'être signalé en Ile-de-France suite à un séjour récent dans l'Aisne. Des intoxications en lien avec des événements collectifs, tournois, kermesses ou fêtes scolaires où la viande suspecte avait été servie. Sur la trentaine de contaminations, 7 personnes restent hospitalisées. Une vingtaine ont pu regagner leur domicile, mais le suivi médical se poursuit pour tous. Santé toujours, mais autre sujet, le Sénat débattait aujourd'hui d'un texte controversé, la loi du plomb. Elle est présentée comme une mesure de simplification pour les agriculteurs. La loi inclut la réintroduction du pesticide acétamipride, interdit depuis 2018 pour des effets nocifs sur la santé et l'environnement. Le pesticide appartient en effet à la famille des néonicotinoïdes, jugés responsables de troubles neurologiques, de perturbations pour les abeilles et de potentielles pathologies graves chez l'homme, dont des cancers précoces auxquels les enfants n'échappent pas. C'est ce qu'a expliqué le docteur Emmanuel Ricard, directeur de la prévention à la Ligue contre le cancer. La problématique des pesticides, c'est que les industriels changent régulièrement de pesticides. Et donc, nous, il nous faut du temps pour mettre en évidence, d'abord sur l'animal et ensuite sur des études humaines, avec des délais qui sont de 15-20 ans. Donc, on est toujours en retard et c'est la population qui paye. Et je voudrais insister là-dessus, les premiers à payer sont les agriculteurs, les travailleurs agricoles et leurs familles. On a aujourd'hui des données qu'on attend en publication de la part de Santé publique France avec Pestirive sur le fait qu'on a plus de cancers, en particulier de cancer des enfants, dans les endroits où il y a une utilisation intensive des pesticides. Comme le docteur Ricard, plus de 1200 médecins et chercheurs demandent un moratoire et dénoncent une atteinte à l'indépendance scientifique de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et puis on parlait des examens justement à cause des orages la semaine dernière. Certains élèves n'ont pas pu passer leur brevet des collèges. Oui, mais aucun d'entre eux ne sera laissé sur le carreau. C'est ce qu'a affirmé Elisabeth Borne, bien consciente des problématiques rencontrées par certains élèves. Aucun élève ne sera pénalisé s'il est empêché de passer l'examen aujourd'hui, jeudi en l'occurrence, pour des problèmes de centre d'examen ou des problèmes de transport. On retrouvera une date pour qu'il puisse composer. Cette date, on l'attend toujours. Au total, on le rappelle, ils sont plus de 865 000 candidats inscrits au brevet et à devoir passer les épreuves en France métropolitaine et dans les départements, régions d'outre-mer. Merci Adrien. Le gouvernement s'était félicité d'avoir pu limiter l'emprise des géants du porno qui ne respectent pas l'obligation de la majorité de ses utilisateurs. Mais voilà que les 3 principaux d'entre eux sont à nouveau accessibles en France. Alors concrètement, quelles sont les conséquences de ces visionnages de contenu pornographique précoce sur nos enfants? On en parle tout de suite avec notre invité. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Céline Pic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes économiste, mais surtout aujourd'hui autrice et militante féministe française chez Oser le féminisme, porte-parole d'Oser le féminisme. Alors, on parle aujourd'hui pornographie, notamment auprès des jeunes. Pornhub, RedTube, YouPorn. Bon, a priori, vous connaissez ces noms. En tout cas, ils sont à connaître puisqu'ils sont à nouveau accessibles en France. Et tout cela sans VPN. Le gouvernement a-t-il crié victoire trop vite concernant le blocage de ces fameux sites pornographiques qui ne respectent pas la limite d'âge, selon vous, Céline Pic? Alors, c'est une bataille qui a commencé il y a maintenant 5 ans, donc c'est un énième épisode dans ce qu'on appelle un recours dilatoire, c'est-à-dire que vraiment l'industrie utilise toutes les failles du droit pour essayer de gagner du temps. Mais je pense qu'on va au final gagner, c'est-à-dire faire appliquer tout simplement la loi qui existe en fait depuis 1994, qui est l'interdiction de l'exposition à la pornographie aux mineurs. Et depuis 2020, on a donné mandat à l'Arcom de faire appliquer cette loi et d'imposer des systèmes de contrôle d'âge à l'entrée des sites. Et les sites sont réfractaires parce qu'ils savent qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Et donc c'est un combat sans fin depuis maintenant 5 ans de procédure judiciaire entre d'un côté la protection des mineurs, la lutte aussi contre la culture du viol, dont on parlera certainement, qui existe dans la pornographie, et puis de l'autre, les milliards de profits d'une industrie qui profite de son illégalité. Sur le plan juridique, juste quelques minutes, on remonte le fil. La justice française donc suspend l'arrêté qui ordonne donc à ces fameuses plateformes, ces fameux sites pornographiques justement dans l'Union européenne de vérifier l'âge des utilisateurs. Pourquoi déjà? Est-ce que c'est un problème de moyens de vérification? Parce que le coût de la carte d'identité, le coût de l'âge, j'ai moins de 18 ans, j'ai plus de 18 ans.
En fait, il n'y a aucun problème. Soyons très clairs, en fait. Toutes ces questions, on a déjà répondu à toutes ces questions. C'est-à-dire que l'industrie utilise des subterfuges pour gagner du temps. Mais la CNIL, il y a déjà maintenant 3 ans de ça, a déjà dit qu'il y avait un certain nombre de systèmes qui étaient conformes à la confidentialité des données des consommateurs pour pouvoir contrôler l'âge. Et donc, ces systèmes, ils sont multiples. C'est ce qu'on appelle la vérification par un tiers. C'est-à-dire que vous vous connectez, mais vous n'avez pas envie de nécessairement de donner vos informations personnelles au site pornographique qui fait n'importe quoi avec les données, il faut être clair. Donc, vous passez par un autre site, un peu comme France Connect, par exemple, quand vous vous connectez sur des services publics, qui va, lui, vérifier votre identité et donc votre âge. Et après, vous avez aussi la possibilité de mettre en place tout simplement un système de carte bancaire. Tous ces systèmes existent déjà pour des sites, par exemple, comme les paris en ligne, qui contrôlent l'âge, en fait. Donc, ce n'est pas un problème technique, ce ne sont que des recours dilatoires, des subterfuges pour gagner du temps, alors qu'il n'y a aucun problème, ni technique, ni juridique aujourd'hui pour appliquer la loi. Oui, parce que c'est l'argument des plateformes en question, qui disent notamment, il y en a un deuxième auquel je vais venir évidemment après, mais qui accuse effectivement de mettre en danger les utilisateurs parce qu'ils donneraient justement des informations sur eux. Alors, ce qui est absolument fallacieux. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils font n'importe quoi avec les données. C'est ça qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, nous récupérons vos données, mais en fait, je pense sincèrement qu'ils font déjà n'importe quoi avec leurs données, puisque l'algorithme, il calcule aussi dans ses recommandations, il va vous recommander des films, exactement comme sur YouTube, en fonction de ce que vous avez regardé avant. Donc, ils ont déjà énormément de données sur vous, mais là, en fait, c'est comme un aveu qu'ils ne respectent pas le RGPD. En fait, il y a une loi, et tous les sites, même les sites pornographiques, doivent respecter le RGPD. Et effectivement, pour s'assurer effectivement de ces informations qui sont effectivement sensibles, il y a eu un référentiel technique publié par l'Arcom. Maintenant, ça suffit en fait. Ces arguments sont absolument fallacieux. Ce n'est qu'une façon de gagner du temps parce que le cœur du business model, c'est d'accrocher les plus jeunes à la pornographie parce que ce sont les futurs consommateurs de demain. On va y venir évidemment à tout cela. Dernier argument, encore une fois, de l'industrie pornographique. Ils disent clairement que ce n'est pas à eux de faire cette vérification et que c'est, par exemple, aux grosses sociétés qui fabriquent ces fameux smartphones, citons clairement Apple, Samsung et autres, justement de faire cette vérification. Alors, autre argumentation fallacieuse, c'est-à-dire qu'ils renvoient la balle ailleurs. Mais en fait, je reprends l'exemple à nouveau des paris en ligne. Les paris en ligne vérifient aujourd'hui l'identité. Et bien entendu qu'une vérification au niveau du téléphone n'est pas suffisante par rapport aux exigences qu'on demande quant à la protection de l'enfance, ce que ça signifie, quels sont les impacts de cette consommation en fait d'images extrêmement violentes, puisque c'est bien ça où le problème de la pornographie aujourd'hui, c'est qu'elle fait l'apologie des violences sexuelles et elle est extrêmement violente et extrêmement dommageable pour les mineurs comme pour les majeurs, mais encore plus pour les mineurs dont le cerveau est en développement et puis aussi qui se servent aujourd'hui de la pornographie comme mode d'emploi à l'éducation à la vie sexuelle et affective. Et ça, c'est une catastrophe absolument terrible pour des jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans la sexualité. Donc là, il y a vraiment une problématique qui devrait être, qui devait garder, l'attention de tous par rapport à ces recours et ces argumentations fallacieuses, c'est la protection des mineurs et la lutte contre la culture du viol. Et là, on est au cœur du sujet et qu'on arrête un petit peu d'extrapoler avec ces argumentations qui ne tiennent pas debout et qui sont simplement une façon de gagner du temps et d'échapper à la réglementation et à la loi. Mais ces sites prospèrent aujourd'hui sur l'illégalité en France, mais dans le monde entier, il y a de nombreux pays qui veulent mettre en place ces contrôles d'âge. Il y a aussi de nombreux pays qui luttent aussi contre les contenus illicites qui sont abrités par ces plateformes. Et les plateformes ne répondent à aucun cadre législatif ni réglementaire. Ils ne retirent pas les contenus illicites. Ils ne mettent pas en place un contrôle d'âge. Leur business model, c'est aujourd'hui l'illégalité. Prochaine étape, c'est le Conseil d'État ? Alors, il va y avoir effectivement le Conseil d'État avec un pourvoi en cassation et donc l'État, il faut quand même rappeler qu'on n'est pas aidé parce que le ministère de la Culture a juste raté l'audience du référé. Donc ça, c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des ministres très mobilisés sur la question et en particulier, je tiens à citer la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, qui s'est impliquée depuis très longtemps sur ce sujet-là et qui porte ce sujet-là. On a de l'autre côté la ministre de numérique aussi qui multiplie les déclarations médiatiques. Et là, il y a un référé. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc un référé au tribunal administratif, c'est-à-dire une plainte où l'État est attaqué sur l'arrêté. Et là, l'État ne vient pas.
L'État ne vient pas, mais c'est-à-dire que là, vous insinuez que la ministre de la Culture n'est pas allée? Oui. Volontairement? Alors, je pense que c'est un raté. C'est-à-dire que la ministre de la Culture n'a pas ça dans ses priorités politiques, et donc il y a eu un raté, et donc il n'y avait personne pour représenter l'État. Et donc l'État a perdu, puisque quand vous êtes face à un juge au tribunal administratif, mais qu'il n'y a qu'une des deux parties qui est représentée, bien entendu, l'audience ne se passe pas comme prévu, et donc l'État a perdu. Et donc l'État a perdu quand même, il faut le dire, par une erreur, alors que ça fait 5 ans qu'il y a recours sur recours et qu'il ne faut rien lâcher et que vraiment il y a un hiatus entre d'un côté les déclarations de la ministre de l'égalité femmes-hommes et de la ministre du numérique et puis de l'autre côté le ministère de la Culture qui est aux abonnés absents, qui devait porter ce sujet-là et qui n'est pas là. Alors heureusement il se pourvoit en cassation, on espère qu'on va avoir une audience très bientôt et on est un certain nombre d'associations à vouloir se porter de porter une intervention volontaire, c'est-à-dire d'être aux côtés de l'État pour aussi dire ce que nous, on a à dire sur l'impact de la pornographie sur les mineurs. Alors, on va parler de cet impact juste pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire. Déjà, l'âge moyen du premier porno visionné par un enfant. Quel âge aujourd'hui? L'âge moyen, c'est entre 10 et 11 ans. 10 et 11 ans, ça veut dire peut-être pas encore en 6e. Il peut être à la limite du CM2 et de la 6e. En fait, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la pornographie est consommé sur téléphone portable. Ça a été entre 80 et 85% selon les âges. Donc c'est le téléphone portable aujourd'hui qui est le médium. Et donc c'est l'âge à partir duquel un enfant a un téléphone portable et ça correspond la plupart du temps à l'entrée en 6e. Donc à partir de l'entrée en 6e, on estime, et ça c'est les chiffres de l'ARCOM, de 2023, 51% des garçons de 11 à 12 ans consomment régulièrement, au moins une fois par mois, de la pornographie. Et à peu près, une écrasante majorité y est exposée en étant mineur. Ces sites-là, c'est combien de visiteurs par jour, adultes et enfants compris, et surtout du côté enfant, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Alors en France, il y a 2,3 millions d'enfants qui consomment très régulièrement de la pornographie, donc c'est quelque chose qui est absolument massif. Sur les 16-17 ans, c'est 65%. Donc la première appréhension de la sexualité aujourd'hui pour les jeunes, c'est la pornographie. C'est ça qu'ils imaginent être la sexualité. Alors voilà, justement, toute la question est là-dessus. Effectivement, c'est ce qu'on imagine de la sexualité, bien entendu. Personne pour leur en parler, parce que très compliqué à la maison de pouvoir aborder ce sujet. Là, les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on sait très bien qu'ils ont été mis en place, mais pas totalement suivis aujourd'hui. Donc, quel est le premier rapport qu'ils ont, finalement, face à cette soi-disant sexualité? Alors, c'est très juste de le souligner. J'aimerais rappeler quand même que depuis 2001, effectivement, il devrait y avoir 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective chaque année, ce qui n'est pas encore le cas. Mais on avance peut-être. On avance septembre. Avec le programme voilà, ça devrait être fait en septembre et obligatoire partout. Voilà. Mais j'ai quand même tendance à dire que y a une étude espagnole, par exemple, qui montre qu'un garçon qui consomme régulièrement de la pornographie, avant son premier rapport sexuel, c'est 3000 heures de pornographie qu'il aura consommé. 3000 heures pour un avant son premier rapport sexuel? Entre 11 et 18 ans. Donc ça veut dire que sa vision, en fait, de les relations sexuelles, donc de ce qu'il va consommer, amoureux ou pas amoureux, peu importe, mais en tout cas de la relation sexuelle qu'il va avoir, elle est intensif de pornographie avant son premier rapport sexuel, c'est 3000 heures de consommation. Donc vous pensez bien que les 3 séances par an, et que vous avez aujourd'hui, alors ça c'est pour un consommateur presque addict, c'est-à-dire vraiment intensif, mais sans aller jusque-là, on parle de dizaines, voire de centaines d'heures de consommation, de visionnage d'images extrêmement violentes et extrêmement dégradantes vis-à-vis des femmes. C'est pour ça que c'est nous, associations féministes, qui nous mobilisons sur ce sujet. On ne fait pas le poids en fait. Vraiment, on ne fait pas le poids. Ce n'est pas 3 séances qui vont faire le poids. Et on le sait, par contre, les parents, c'est extrêmement difficile de parler de sexualité avec ses enfants. Donc aujourd'hui, la première source d'information, je dirais, sur la sexualité, c'est cette vision qui est totalement déformée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant lorsqu'il est exposé à ce contenu pour la première fois? Je le dis, je l'ai entendu à côté de moi. De nombreux enfants m'ont dit, la première fois que j'ai vu ça, j'avais 10-11 ans, et j'ai été extrêmement choquée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant-là? Alors, c'est très bien expliqué par une neuroscientifique qui s'appelle Maria Hernandez Nora, qui fait vraiment un travail incroyable et qui explique en fait que les sentiments sont paradoxaux. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de sidération
d'effraction psychique, c'est-à-dire que c'est extrêmement violent. C'est pas la question de la sexualité, c'est la question de la violence. Les femmes, aujourd'hui, on voit des pratiques extrêmement violentes où les femmes sont vraiment réifiées, humiliées, asservies, soumises, frappées, étranglées. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vraiment, il y a une dégradation très forte des femmes et une sexualité côté garçon qui est extrêmement conquérante et puis qui jouit par le fait d'imposer une souffrance et une violence à la femme qui est en face de lui. En tout cas, un rapport de domination qui est très clair. Un rapport de domination qui est très clair. Et donc, ce rapport de domination et de violence, d'abord, il y a un phénomène de sidération. La sidération psychique, c'est face à une situation de violence qui est assez incompréhensible, il y a un phénomène de sidération. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, vous avez aussi une excitation. Puisque je rappelle que le but essentiel de la pornographie, ça reste la masturbation. Donc, en fait, l'enfant, il est un petit peu perdu parce que c'est les premières aussi sensations sexuelles de masturbation qui s'accompagnent aussi d'une forme de sidération. Et il y a quelque chose qui revient très souvent quand on a fait on a fait un grand recueil de témoignages, on a eu 400 réponses, où on demandait de raconter la première exposition à la pornographie. Et ce qui revient tout le temps, c'est que les images sont restées gravées. Il y a vraiment une mémoire extrêmement puissante des premières images visionnées. Elle se souvient très bien quand, comment et quelles étaient ces images-là, et ça s'imprime dans la mémoire parce que c'est effectivement une forme d'effraction psychique par rapport à quelque chose qui reste incompréhensible de ce que c'est que la sexualité, alors que ce n'est pas ça. Avec l'idée surtout de vouloir reproduire la même chose, on imagine, oui. Pour la vraie première fois. Oui, et donc il y a plusieurs phénomènes. Il y a plusieurs phénomènes, et ça aussi, maintenant, on a de nombreuses études scientifiques qui le démontrent. Alors, il y a différents comment dire, je dirais, comportements et réactions par rapport à ça. Il va y avoir des garçons qui vont être dans la reproduction, clairement. Reproduction de schémas. Hein. Reproduction, voilà, oui. des scripts pornographiques, donc avec des schémas de domination, de violence, de pratiques extrêmement violentes qu'ils ne désirent peut-être même pas eux-mêmes, en fait, mais qui font que reproduire ce qu'ils ont vu. Donc ça, c'est une première possibilité. Et puis, ce qui est aussi démontré, et j'en parle dans le rapport, puisque j'ai été rapportrice du rapport du Haut Conseil à l'égalité sur la pornographie, il y a aussi des problèmes d'érection assez forts chez les très jeunes garçons, tout simplement parce qu'il y a un hiatus énorme entre les images extrêmement violentes et dégradantes sur lesquelles vous vous êtes masturbé, et puis finalement quand vous vous retrouvez dans le lit avec votre petite copine, en fait, vous savez plus faire, en fait, parce que vous n'avez pas nécessairement envie de reproduire ce que vous avez vu aussi, et on témoigne à un certain nombre d'études de panne sexuelle pour la première fois, ce qui est je dirais dans l'imaginaire général plutôt pour des personnes plus âgées, voilà, mais là vraiment d'avoir trop il y a un trop grand fossé entre l'expérience de la masturbation devant des images violentes de domination et puis ce qu'on attend d'une première expérience sexuelle, je dirais en vrai. Et côté fille, c'est un petit peu différent. On a deux phénomènes aussi qui sont assez divergents. On peut observer soit une conformation au code de la pornographie, donc par exemple ce qu'on appelle la pornification des corps. C'est toutes les adolescentes qui vont reproduire les codes de la pornographie, qui vont vouloir reproduire ces codes ressembler à ces femmes, en fait. Voilà, ressembler à ces femmes. Donc c'est les codes d'hypersexualisation extrêmement puissants, qui sont une sorte d'auto-réification, c'est-à-dire que je me transforme moi-même en objet sexuel pour me conformer à ce que la société attend de moi. Et puis sinon aussi un évitement des adolescentes qui refusent toute forme de sexualité ou même de flirt, etc. ou d'envisager, voilà, parce que l'entrée dans la sexualité c'est progressif, hein. D'abord c'est des flirts, après c'est des caresses, etc. Et un refus complet parce qu'on a peur d'être finalement assimilé à quelque chose qui est foncièrement dégradant. Cette nouvelle génération, on a l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus sensibilisée peut-être que la nôtre, effectivement, à ce type de situation, bien que plus exposée, certes, à cause des téléphones portables et des réseaux sociaux, mais pour autant, on en parle davantage, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus. Comment ils se positionnent justement? Parce qu'il doit y avoir une sorte de dichotomie entre finalement la réalité, je sais qu'il faut que je m'en échappe, que je m'en éloigne, et en même temps être happé quotidiennement.
par ne serait-ce que l'algorithme. Oui, alors l'algorithme est très puissant. Hein. C'est comme l'algorithme de TikTok. Hein. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous avez envie d'en voir un autre. Et puis l'algorithme, il est intelligent. Donc il va vous proposer aussi des vidéos qui vont vous intéresser. Et puis il y a un phénomène de gradation qui est observé chez les mineurs comme chez les majeurs. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désensibilisation sur ce qu'on appelle des scripts, je dirais, vanilla, c'est-à-dire vraiment standard. Et donc on va aller vers quelque chose de plus extrême en termes de pratique, voire carrément, pour moi, l'apologie de crime. Hein. Moi, je prends un exemple qui est quand même l'exemple qu'on devrait tous et toutes avoir en tête, c'est le procès Mazan. Le procès Mazan qui nous a occupés pendant plus de 3 mois. Donc Gisèle Pellicot à Mazan. Peut-être que vous vous souvenez, mais beaucoup étaient consommateurs de beaucoup de pornographie, et un type de vidéo que consommait Dominique Pellicot dans son ordinateur, c'était endormi porn, c'est-à-dire des femmes inconscientes, il y en a beaucoup sur les plateformes, qui sont pénétrées sexuellement par plein d'hommes en fait. Ça, c'était le type de vidéo que regardait Dominique Pellicot, avec ce phénomène de gradation. Et ça touche tous les âges, mineurs contre majeurs. Sans aller jusqu'aux femmes endormies, ou endormies porn dont vous parlez, il y a cette culture du viol dont on parle souvent. Certains la réfutent clairement quand on parle on aborde ces sujets-là. Et pour autant, c'est un sujet extrêmement grave et qui est lié principalement justement à la problématique des réseaux porno. Je dirais que si la pornographie nous raconte une histoire, c'est que les femmes sont des objets sexuels. Clairement. D'ailleurs, ce qui est clair, la première preuve de ça, c'est que quand vous allez sur Pornhub, c'est pas des hommes qu'on vous montre, ce sont des femmes. Les femmes sont le produit sur les plateformes. Oui, même certaines têtes sont coupées, les hommes, et les femmes sont toujours visibles. Les femmes sont visibles, et puis elles sont rangées par catégorie. Elles sont rangées selon gros seins, gros cul, gros... Donc elles sont objectifiées, elles sont morcelées, et on va vendre, je dirais, un morceau de leur corps. Et puis, c'est elles qui sont humiliées. Et ce qui est absolument terrible, c'est qu'il n'y a pas de notion de consentement. C'est-à-dire que très souvent, elles disent non, mais finalement, en les forçant, elles aiment ça. Le fameux non qui veut dire oui, qui existe depuis des générations et des générations et qu'on combat depuis des générations et des générations. Exactement. Et là, à chaque fois, c'est en fait, excusez-moi d'être un petit peu vulgaire, mais pour reprendre, on va révéler la salope qui est en toi. Donc, je dis non, et en fait, en forçant, finalement, elle aime ça. Elle aime la violence, elle aime l'humiliation, elle aime l'avilissement. Il faut trouver la salope au fond d'elle. Et donc, finalement, il n'y a plus d'idée de consentement, et il n'y a plus non plus d'idée de plaisir féminin. Il y a très peu... on ne parle pas trop de clitoris, pratiquement parlant. Certains ne savent même pas ce que c'est d'ailleurs. Oui, non. Mais par contre, on est vraiment sur une sexualité avilissante et très phallocentrée, qui est finalement une mise en scène de violence sexuelle. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas actrices de leur propre désir, ou bien leur propre désir, c'est uniquement s'humilier ou s'avilir et être disponible pour l'homme. Donc, on est vraiment sur un schéma qui va complètement à rebours de la génération MeToo. Et donc, c'est ça qui est très paradoxal chez les jeunes, c'est que les jeunes, en particulier les jeunes femmes, sont quand même très féministes. Quand on pose des questions, il y avait un sondage de l'IFOP, plus que par rapport à ma génération, quand on demande aux adolescentes est-ce que vous êtes féministe, elles disent oui. Et en même temps, elles ont effectivement cette vision de la sexualité qui est absolument déformée par la pornographie. Donc, il y a une contradiction, en fait. Et vraiment, il va falloir qu'on travaille sur ce que ça veut dire la libération sexuelle et ce que ça veut dire pour les filles d'écouter leur propre désir sexuel et non pas de se conformer à des scripts violents. Et puis, moi, j'aimerais bien citer une dernière étude, une étude espagnole sur un grand nombre de plusieurs centaines de jeunes qui montre que par rapport à l'imitation, ça a des impacts sur les garçons comme sur les filles. C'est-à-dire que l'étude, et je crois qu'il y avait plus de 1000 jeunes sur lesquels l'étude portait, et il y avait, quand vous étiez un consommateur fréquent, très fréquent de pornographie, vous aviez 3,3 fois plus de chances d'avoir des comportements agressifs et violents dans votre sexualité. Et de l'autre côté, vous aviez, côté filles, 4 fois plus de chances d'être victime de violences sexuelles. C'est que côté filles, en fait, vous avez du mal aujourd'hui, après, à séparer de ce qui relève de la sexualité et ce qui relève de la violence.
et à faire le tri en fait. On est lié effectivement à ça. Tout est mélangé. Dans notre rapport effectivement à la sexualité et peut-être même d'ailleurs au rapport humain de manière générale après. Merci beaucoup Céline Picq. Malheureusement le temps nous est imparti, mais vraiment merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes autrice et militante féministe, porte-parole d'Oser le féminisme, également aussi économiste par ailleurs. Merci à vous. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Camera Vezik. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes directrice de l'association Pic Environnement. Pic pour quelque chose qui pique pour l'abeille Oui, alors quelque chose qui pique l'intérêt des gens, et parce que nous sommes les petites abeilles. Tous les membres de Pic sont comme des petites abeilles, et on aime bien cette image de l'abeille, industrieuse, travailleuse, etc. Et l'abeille toute seule, elle ne vaut pas grand-chose, elle peut facilement se faire tuer, mais des abeilles en essaim, c'est très très fort. Donc voilà. Alors racontez-nous la naissance justement de cette histoire avec Pic Environnement. Vous aviez très envie depuis longtemps de vous engager pour l'environnement ? Depuis longtemps... Alors moi j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants. Depuis longtemps je suis engagée sur des thématiques sociales. Mais j'ai découvert le sujet de l'environnement à travers le travail. Et là avec des mamans de la ville d'Issy-les-Moulineaux, en 2009, on a décidé de faire un groupe d'action terrain pour aider les mamans vraiment sur le côté très quotidien. Comment tu fais pour les couches, comment tu fais pour le goûter, comment tu fais pour les anniversaires, comment être un peu des consommatrices éclairées. Donc on a fondé cet asso qui a eu beaucoup de succès sur les Hauts-de-Seine dans le 92. Et là, petit à petit, le projet a évolué. Et on s'est développé beaucoup dans les quartiers populaires parce qu'on s'est rendu compte il y avait vraiment une problématique sociale très forte. Donc voilà, 16 ans après, nous voilà avec une cinquantaine de salariés et avec un projet beaucoup plus ouvert. On est moins dans la consommation, consommateur, comment consommer mieux, mais on est vraiment sur un sujet de justice environnementale et justice sociale. Donc il y a une belle évolution du projet. Et voilà, comment on traite ce sujet dans les quartiers populaires et comment on aide tout le monde à s'emparer du sujet et à reprendre le pouvoir d'agir. Donc c'est l'action de service solidaire, de Pic Service Solidaire ? Non, Pic Service Solidaire, c'est notre filiale entreprise. D'accord. Parce que des fois, on nous appelle pour des prestations. Oui. Tout ce qui est syndicat de déchets, syndicat des eaux, collectivités, quand ils ont besoin de parler à des milliers de personnes et qu'il faut frapper aux portes, ils font appel à notre filiale qui fait de la prestation. Donc là, ça s'appelle la communication de proximité. Et là, on parle à 40 000 personnes par an. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il faut, quand vous dites parler, communiquer effectivement autour de l'environnement, est-ce qu'il faut encore et encore expliquer à quel point c'est important quand on voit ces vagues de chaleur, quand on voit ces torrents de pluie, quand on voit effectivement cette nature ravagée et ce qui nous attend? Est-ce que vous avez l'impression que le discours n'est pas encore suffisant, ne passe pas suffisamment comme un discours d'alerte? Ouais, je pense qu'il y a encore des choses à dire. La première chose, c'est que les gens voient effectivement tous ces phénomènes à la télé et ils ne voient pas le rapport avec leur quotidien. Il fait 40 degrés, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc là, nous, on est là pour dire vraiment le lien. Et puis c'est tout bête, hein. Le sujet central, nous, qui nous préoccupe, c'est l'alimentation. Vraiment, c'est le cœur de notre projet, l'alimentation. On se rend pas compte à quel point c'est politique, l'alimentation, nos choix alimentaires. Un truc vraiment évident, c'est le fait de diminuer la viande. Diminuer la viande, c'est très bon pour la santé, mais surtout pour la planète. En fait, ça a un impact direct sur la chaleur. Je ne sais pas si on se rend compte, mais plus on mange de viande, plus on coupe d'arbres en Amazonie, et plus du coup, on a chaud. Donc, vous voyez, le lien est tendu. Mais voilà, donc la première chose, c'est de faire le lien entre les actions des gens et ce qu'ils peuvent subir au niveau climatique. La deuxième chose pour laquelle nous, on insiste, c'est de donner les ordres de grandeur. Je vous donne un exemple. Les gens viennent souvent nous voir pour du zéro déchet. Ça les intéresse énormément d'être zéro déchet. Et nous, on leur dit, c'est top, c'est une chose intéressante à faire. Il faut savoir que les déchets, c'est le premier geste écologique cité par les Français. Je trie les déchets, je réduis mes déchets, etc. Mais nous, on met ça dans un ordre de grandeur. Si on veut vraiment être utile au niveau environnemental, c'est d'abord tout ce qui est fossile, donc les transports, le bâtiment, et en deuxième axe, vraiment l'alimentation. D'accord. Alors, les transports, si on prend cet axe-là, comment, à titre individuel, on peut avoir une action là-dessus? L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réduire son usage
individuelle de la voiture. Donc si un jour on a besoin de se transporter, il y a plein de solutions de transport en commun. Et si un jour on a besoin de la voiture, soit on prend ce qui s'appelle la voiture en partage, Uber, etc. On partage la voiture avec d'autres. On n'a pas besoin d'avoir sa propre voiture individuelle qui au final va énormément rester garée sans être utilisée. Ou bien alors ça peut être nombreux dans la voiture à la partager. Donc ça c'est une idée d'avoir le bon ordre de grandeur, qu'on n'ait pas les gens qui se battent, qui mettent toute leur énergie sur le zéro déchet, quand honnêtement, en prenant moins la voiture individuelle et en diminuant drastiquement la viande, ils ont quasiment sauvé la planète. Mais Voilà. préférer le train à l'avion, par exemple, on en parle beaucoup, évidemment, pour les distances, pour les distances possibles. Mais sauf que quand on voit le prix des trains, aujourd'hui, forcément, la personne vous répond, j'aimerais bien, mais c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est comme manger du bio, c'est un peu plus cher. Oui. Bien sûr, c'est pas évident. Si c'était tout simple, c'est pour ceux qui ont les moyens. La réalité aujourd'hui, c'est que quand même, on est dans une situation où, la société est extrêmement difficile, dure de s'en sortir. On est très tenu par les prix. Donc, comment justement réconcilier effectivement engagement environnemental et puis vie de tous les jours? Là, je reprends ce point-là. On se rend compte que ceux qui prennent vraiment beaucoup ce genre de trajet, c'est des gens qui ont un peu plus de moyens. Nous, on travaille énormément dans les quartiers populaires. Les gens des quartiers populaires ne prennent pas ni le train ni l'avion, sauf de temps en temps l'avion, par exemple, pour aller dans un pays d'origine. Mais les gens qui vont souvent avoir ce questionnement, je prends le train ou je prends l'avion, c'est souvent des gens qui ont un peu plus les moyens. Et le dernier sujet qu'on en essaye de porter, c'est le sujet de la justice. Justement, c'est ce déséquilibre entre les quartiers populaires et le reste de la France. Quartier populaire, quartier rural aussi, quartiers ruraux. Là, il y a un vrai déséquilibre. Et parce que c'est assez fou. Il y a une injustice totale. Ces zones-là, ce sont les zones qui sont le plus exposées aux nuisances. Ce sont les zones qui ont l'empreinte la plus petite, c'est-à-dire c'est pas les zones où qui vont émettre le plus de gaz à effet de serre, etc. Et pour autant, c'est les zones où il y aura le moins d'investissement, le moins d'opérations d'éducation et le moins de remerciements aussi. Très souvent, les quartiers populaires vont être dénigrés, critiqués, alors que c'est là où il y a une énergie folle. Nous, on adore travailler dans les quartiers populaires. Il y a plein de projets de malades. C'est génial. Nous, on accompagne les mamans des quartiers populaires. Elles sont hyper intéressées par l'écologie. Elles mènent plein de projets parce que surtout, elles sont intéressées par la santé de leur famille, la santé de leurs enfants. Et les gens, quand ils parlent d'écologie, ils ont l'impression d'un truc un peu éloigné, bobo, alors qu'on parle de sujets vitaux. Il y a une épidémie de diabète, de cancer, d'obésité. Il y a plein de choses de santé comme ça. Et les mamans, elles ont besoin d'avoir des réponses. Vous arrivez à impliquer à la fois, effectivement, je l'ai compris, les parents, mais aussi les enfants? Oui. Alors les enfants, c'est un peu spécial. Tout le monde fait vraiment le focus sur l'école primaire. Alors que, honnêtement, l'éducation nationale fait déjà du bon boulot sur l'école primaire. Si on était 1 million d'animateurs, on irait tous en école primaire. Là, vu le peu de gens qui sont sur l'écologie, ce serait bien de se recentrer sur les gens qui ont du pouvoir d'achat. Parce que l'école primaire, c'est bien les sensibiliser. On sème des graines pour demain, mais tout de suite maintenant, il faut aller parler aux gens qui ont un pouvoir d'achat, les jeunes adultes, les familles. Donc, si on devait s'adresser aux jeunes, ça serait vraiment idéalement les 15-25 ans. Parce que voilà, ils se cherchent un peu, ils essayent d'entrer dans la consommation. Et bien sûr, les adultes plus généralement. Mais vraiment, en plus, une petite astuce, les enfants les plus à même d'écouter, c'est la tranche 8-12 ans. En dessous de 8 ans, ils ont du mal à retranscrire pour leur famille. Et au-dessus de 12 ans, généralement, ils ne nous parlent plus. Donc, Les 15-25 sont très sensibilisés à l'écologie, on le sait. Et ça a été d'ailleurs le premier thème pour eux aux élections. Comment peut-être impacter davantage peut-être les parents de ces propres enfants-là? Oui, alors les 15-25, ils peuvent embarquer leurs parents, mais très souvent, on ne leur propose pas des choses, ils cherchent des choses un peu concrètes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'assauts dans les villes, où les 15-25 peuvent s'inscrire sur des sujets de solidarité, d'environnement, etc. Mais très souvent, on les amène à faire des activités un peu redondantes, nettoyer la nature, ramasser les mégots, alors qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses, encore une fois, autour de l'alimentation. Et pouvoir faire un achat un peu plus responsable, des choses toutes bêtes, apprendre à lire les étiquettes, apprendre à s'y retrouver dans les labels, aller faire des coaching courses, parce que tout le monde a envie de consommer, surtout cet âge-là, 15-25, on existe au travers de la consommation, donc il y a des choses à faire. Et la dernière chose super importante, et j'insiste pour les 15-25, nous, ce qu'on trouve très important, c'est de développer leur esprit critique. Parce que là, ce dont j'ai parlé, c'est de la consommation. Oui. Mais quand on a 15-25, si on ne peut pas se laisser embarquer dans les médias, dans plein de choses, dans la fausse information, il faut développer l'esprit critique. Et ça,
Ils sont demandeurs de ça, mais ils ont besoin d'outils. Ouais, ce que l'école apprend aussi. Merci beaucoup, Camera Vezik. Donc, du coup, on peut aller évidemment sur le site de l'association PicPic Environnement. Je pense que vous avez plein d'informations que vous proposez, des ateliers aussi, des moyens de pouvoir discuter et d'échanger. Et puis aussi de vous engager, parce que, oui, c'est bien aussi d'écouter tout cela, mais c'est bien aussi d'agir. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. On va se retrouver Adrien pour sa chronique. À bientôt. Aujourd'hui, Adrien, vous faites la lumière sur la marche des fiertés. Oui, c'est l'un des temps forts de la vie citoyenne et militante en France et dans le monde d'ailleurs. Mais derrière les paillettes, les chars et la musique, il y a d'abord du politique, un mouvement né d'une révolte historique. Cette révolte, c'est celle de Stonewall aux États-Unis. On est en 1969, une émeute dans un bar gay de New York face à des descentes de police à répétition. L'année suivante, la première Pride est organisée en mémoire de cette nuit du 28 juin. Et depuis, chaque année, les marches se multiplient en juin pour la plupart. D'abord dans les grandes capitales occidentales, puis un peu partout sur la planète, plusieurs revendications dans ces rassemblements. L'égalité des droits, la lutte contre l'homophobie, la transphobie et plus largement toutes les formes de discrimination. Chaque année, un thème différent sur une urgence sociale ou politique. La marche des fiertés, c'est aussi un moment d'affirmation identitaire où chacun peut se sentir visible et reconnu. En France, la première a eu lieu à Paris en 1981. Et si elle prend des allures de fête depuis, ça reste surtout un moment essentiel pour la communauté LGBT+, car beaucoup de droits ne sont pas encore acquis partout et certains sont même remis en cause. Alors Adrien, pourquoi continuer à marcher encore aujourd'hui? Pourquoi la Pride a-t-elle encore un sens? Alors pour beaucoup, c'est un moment fondateur, on l'a dit, un instant où l'on se sent moins seul, moins caché, où l'on peut marcher dans la rue sans peur, dans un monde qui reste parfois hostile. Et ça, c'est ce qu'explique très bien Clarence. Elle est lesbienne, elle participe régulièrement à des Prides, principalement à Paris. Écoutez son témoignage. La Pride, pour moi, c'est une façon de montrer que les LGBT existent. Et c'est un message fort pour toutes les personnes LGBT qui ne sont pas out dans la vie, dans le monde entier. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai compris que j'étais lesbienne au collège et que je voyais qu'il y avait des milliers de gens qui, partout dans le monde, étaient fiers de défiler en disant qu'ils étaient lesbiennes, gays ou tout ce que tu veux. Franchement, c'est un message incroyable quand t'es jeune et que t'as pas confiance en toi par rapport à ça, ou alors pire, t'as peur pour ta sécurité, etc., comme c'est le cas pour certaines personnes. Donc je trouve que pour la communauté en elle-même, c'est tellement important qu'il y ait ça, pour aider les personnes qui peuvent pas marcher et qui peuvent pas faire de Pride, de faire la Pride pour eux et elles. Et en même temps, il y a comme un malaise chez une partie de la communauté. La marche peut parfois être vue comme une sorte de festival grand public où tout le monde s'amuse, parmi tout ce beau monde des personnes hétérosexuelles également, mais sans s'engager le reste de l'année dans les combats de la communauté LGBT+. Ils viennent à la Pride pour chanter, danser, faire la fête, mais ça n'empêche que tout le reste de l'année, quand il faut gueuler parce qu'il y a des ministres qui sont pour la manif pour tous, quand il faut défendre les droits LGBT de toutes les manières, quand il faut reprendre les gens qui ont des commentaires homophobes, quand il faut dénoncer tous les féminicides envers les femmes trans, enfin bref, il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule, ils sont pas là, voilà. Ce genre d'alliés-là, qui est comme une grosse partie des alliés qui viennent défiler à la Pride, c'est pas des alliés, c'est juste des gens qui viennent faire la fête parce que ça les amuse et ok, ils sont pas homophobes de surface, mais ils ne font rien pour les droits LGBT. Donc pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Est-ce que du coup, on pourrait dire, Adrien, que la Pride est devenue un peu trop commerciale ou dépolitisée? C'est un reproche qu'on peut entendre souvent. Trop de logos d'entreprises, trop de marques qui s'affichent sans réel engagement. Certaines associations préfèrent tout simplement organiser des prides alternatives ou des marches en banlieue, comme celle de Saint-Denis ou Pantin, avec un message plus radical qui remet vraiment au centre la lutte de la communauté et qui évoque aussi une autre lutte, celle d'être LGBT+, en milieu populaire. C'était l'objectif de Yanis Kamès, l'un des fondateurs de la Pride des banlieues. Elle vient répondre à un discours sur les quartiers populaires qui serait un enfer gay. Et en fait, nous, on est venu expliquer que c'était pas du tout le cas et qu'au contraire, oui, c'est pire d'être LGBT en quartier populaire, mais parce que on est précaire, parce que on peut subir du racisme. Et c'est ça qui va créer des réalités qui sont plus compliquées.
Un message important, car les discriminations, toutes les formes de discrimination sont encore bien réelles selon les chiffres du ministère de l'Intérieur en 2024. 4800 actes anti-LGBT+ ont été recensés, un chiffre en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Et cette année, dans un contexte politique particulièrement tendu, eh bien, certaines marches ont pris une tournure un peu plus revendicative. Absolument, beaucoup de collectifs ont appelé à faire barrage aux extrêmes droites, dont certaines formations veulent abroger des droits conquis, comme le mariage pour tous, ou interdire les transitions pour les mineurs. Ce samedi, une vingtaine de militants gays patriotes, c'est comme ça qu'ils se définissent, ont marché à distance du cortège principal et encadré par des CRS. Ce petit groupe issu du collectif Héros était là pour dénoncer l'immigration et les dérives LGBT, un message qui a du mal à passer auprès d'une écrasante majorité de la communauté. La Pride est par essence une manifestation politique, elle rassemble des collectifs qui portent un même engagement, et cette année précisément celui de faire reculer l'extrême droite, parce qu'elle reste l'ennemi juré des personnes LGBTQIA. Les cortèges d'extrême droite violents n'ont pas leur place à l'intérieur de la marche des fiertés de Paris-Île-de-France. La Pride, un espace de résistance, de rappel que l'égalité n'est donc jamais acquise. Alors tout ça c'est pour la France, mais à l'étranger, comment ça se passe? On revient aux États-Unis, là où tout a commencé. Là-bas, la Pride est un événement incontournable, célébré avec des défilés gigantesques dans des villes comme New York, Los Angeles ou San Francisco. Mais malgré des avancées significatives dans la reconnaissance des droits, les États-Unis restent confrontés à des résistances, notamment dans certains États conservateurs où des lois restrictives sont votées. À l'inverse, dans certains pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la marche des fierté est régulièrement perturbée, voire interdite par les autorités. Le gouvernement hongrois sous Viktor Orban a adopté des lois anti-LGBT+, qui rendent toute expression publique d'identité ou de revendication LGBT très difficile, voire dangereuse. Les participants à la Pride doivent faire face à des contre-manifestations et parfois, souvent même, une répression policière. On peut aussi citer l'exemple de la Pologne où les zones sans LGBT déclarées par plusieurs municipalités rappellent le climat hostile dans lequel la communauté doit évoluer en permanence. Pourtant, les marches persistent, souvent en dépit de ces obstacles, et elles deviennent de véritables actes de résistance à ce moment-là. Et puis dans des pays comme l'Inde, la marche des fiertés a connu un tout nouvel élan depuis la dépénalisation de l'homosexualité. C'était en 2018 seulement. Ces manifestations prennent une signification particulièrement forte entre célébration et revendication pour des droits qui restent encore limités dans le pays. La marche des fiertés, les marches des fiertés, c'est donc bien plus qu'un simple événement festif. C'est une forme d'expression politique universelle qui révèle les avancées et les reculs des droits LGBT+ à travers le monde. Elle incarne l'espoir, mais aussi la nécessité de rester vigilant face aux discriminations qui persistent. Une façon pour ces personnes de dire: nous sommes là, visibles, fiers, et on continuera de marcher tant qu'il le faudra. Et nous consacrerons notre émission, en tout cas une grande part de notre émission demain justement aux discriminations contre les LGBT. Merci beaucoup, merci Adrien. On va tout de suite retrouver le meilleur de Scoop TV avec le Zap. Alors, en tant que prompt engineer aussi, quel est votre quotidien? En quoi consiste votre métier? Peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, jeunes, qui se posent des questions sur leur avenir aussi et qui se demandent bien ce que vous faites. Alors, le métier de prompt engineer est intéressant dans le sens où il est à la frontière, en fait, entre, je dirais presque, la littérature et la technique. C'est la personne, en fait, le prompt engineer, qui va faire le lien entre la machine et l'humain. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle, c'est tout simplement un programme, un algorithme qui marche bien seulement si on lui parle bien. Et c'est ça mon métier de tous les jours, c'est de faire en sorte que la machine me fournisse exactement le résultat attendu en lui exprimant avec les bons mots ce que j'attends d'elle. C'est pas toujours évident, effectivement. Alors vous essayez, si je peux me permettre, de nous donner quelques conseils, justement parce que vous êtes l'auteur du tout premier livre, vous le dites en français, sur ChatGPT. Pourquoi c'était essentiel justement de s'adresser aux nuls, de le rendre accessible aux nuls, ce livre? Alors, le concept de la collection pour les nuls, c'est justement de s'adresser à des gens qui, au départ, n'y connaissent rien et d'aller progressivement vers des fonctionnalités plus pointues. Et en fait, l'idée, c'est que justement, ces technologies, elles sont accessibles à tous parce qu'en plus, elles sont gratuites pour la plupart, même s'il y a des abonnements payants. Mais aujourd'hui, il est essentiel de saisir la vague de l'IA parce que ceux qui ne l'apprendront pas resteront un peu sur le carreau, comme on dit.
C'est ça, il n'y a aucune différence là-bas, peu importe l'âge, peu importe l'expérience. C'est vrai que c'est là, on une arrive seule et grande belle famille. à avoir des moments assez fous où il y a des matchs avec, vous avez vu Jamel Debbouze qui joue avec Serge Bagdasarian, avec des jeunes, ils partagent le plateau, ils partagent l'impro. Et c'est la magie de l'impro aussi qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui est donné par l'arbitre et l'enjeu, c'est de créer ensemble. Et on s'écoute et on rebondit et on dit oui. Alors ça, c'est plutôt toi, Papi, qui va pouvoir encore plus en parler. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça qui est incroyable et les jeunes, ils vont à fond. Et tu nous demandais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont peur? Mais ils sont assez remarquables pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été préparés toute l'année. Ils ont fait des matchs dans leur établissement scolaire, dans des petits théâtres. Après, ils ont fait des finales régionales. Ils arrivent sur des scènes des plus grands théâtres parisiens. Et en fait, ce qui compte pour eux, c'est de rencontrer des copains venus de toute la France et de partager un bon moment autour de l'impro. Et alors oui, quand ils voient une salle remplie avec 800 personnes ou 900 personnes devant eux, c'est évidemment très impressionnant. Moi, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, je ne gère pas ça. Mais on je gère plein de choses, mais ça... Et ils y vont. Il y a leur coach aussi qui est là pour les accompagner. Et ils y vont vraiment... On prépare aussi ce bon esprit. Vous ne vous mettez pas en scène à proprement parler dans le livre, mais vous signalez quand même dès l'intro que le sujet ne vous est pas totalement étranger. Un jour, écrivez-vous, vous avez voulu perdre quelques kilos pour être plus heureuse. Et ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, oui. J'avais 16 ans et à l'époque, j'ai voulu ressembler, disons, à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai voulu perdre un poids qui n'avait pas besoin d'être perdu, comme je le remarque aujourd'hui. Mais voilà, j'ai voulu ressembler à des personnes qui étaient sur Internet. Et aussi, j'étais aussi influencée par les personnes qui m'entouraient. Et je suis rentrée dans une période assez violente pour moi parce que je me suis littéralement affamée, je faisais beaucoup de sport, je m'isolais aussi beaucoup de mes proches et il y a eu deux périodes, disons. Il y a eu d'abord la période anorexique et la période hyperphagique. Donc l'hyperphagie, c'est le fait... Hyperphagie boulimique, on peut le dire comme ça. On peut dire ça comme ça, oui. Il y a quand même qualificatif de boulimique donne une idée de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. L'hyperphagie, c'est le fait de manger beaucoup de nourriture sans avoir un comportement compensatoire ensuite. C'est-à-dire que je ne me faisais pas vomir. Donc je mangeais beaucoup de nourriture, mais je ne me faisais pas vomir. Et donc durant cette période-là, j'ai repris beaucoup de poids. Donc c'était assez violent visuellement pour moi. Y compris pour votre corps. Et oui, y compris ça abîme. Pour mon corps, oui. Chaque métier a sa manière d'utiliser l'IA, entre guillemets. Et c'est très différent d'utiliser l'IA à des fins créatives, comme vous le disiez, par exemple pour les cinéastes, les gens qui écrivent, qui font de l'art visuel, etc., ou dans un cadre strictement professionnel où il va s'agir de gagner du temps, d'optimiser des processus, d'automatiser des tâches, etc. Vos formations, elles s'adressent aussi aux jeunes, peut-être, qui nous regardent. Est-ce que vous intervenez dans des écoles, dans des lycées, dans des écoles supérieures aussi, pour comprendre justement comment utiliser l'art du prompt? Parce qu'il faut dire aussi que c'est un art. On va en parler dans un instant, mais c'est pas toujours évident. Oui, j'enseigne donc dans des écoles, dans les grandes écoles post-bac, et je fais aussi de l'acculturation en lycée. Et puis je forme des enfants en leur apprenant comme ça les bases de l'IA. Et j'ai publié un ouvrage aussi qui explique l'IA aux ados et aux enfants. C'est très différent comme approche, sachant que aujourd'hui, une des problématiques principales, c'est de ne pas utiliser l'IA comme un remplaçant. Moi, j'explique toujours que l'IA, c'est un super assistant qui va nous aider à faire plein de choses. Ça peut aller justement de recherche à des choses plus créatives, comme nous aider à créer un manga, une pièce de théâtre, des choses comme ça. Mais qu'en aucun cas, l'IA n'est là pour nous remplacer. Je pense qu'aujourd'hui, tous les étudiants savent que s'ils font faire leur dissertation, leur lettre de motivation, leur mémoire par ChatGPT, ça se voit tout de suite. Et les profs, aujourd'hui, ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes et puis ils sont de plus en plus nombreux aussi à être formés. Yasmina, à cette intelligence artificielle, à ces outils aussi. Comment est-ce qu'on se forme à l'impro? C'est quoi les fondamentaux quand on est novice? Alors, quand on est novice, effectivement, c'est déjà de faire confiance à notre imaginaire. Donc, la partie imaginaire, elle est importante. Et donc, tu as plein de gamins qui vont dire « Non, mais moi, j'ai pas d'imaginaire, j'ai pas d'idée, j'ai pas ça. » Ça n'existe pas? Ça n'existe plus au bout de quelques entraînements, parce que d'un seul coup, on fait appel à ça. Et ensuite, c'est cette écoute particulière de l'autre, et puis la jubilation à créer.
tu vois très peu de fourmis qui disent tiens, ce soir je fais un spectacle, viens me voir. Il n'y a pas d'autre animal sur Terre qui fait ça, qui va dire ce soir on fait un spectacle, les gars. Et donc de se retrouver dans cette capacité à créer avec l'autre, je crois que c'est vraiment quelque chose de déterminant. Et surtout cette notion de le spectaculariser, c'est-à-dire que je vais avoir en face de moi un public et que c'est pour lui que je fais ça. Et qui va faire, et je vais lui faire vivre l'émotion, le danger de peut-être être moins bon. Et puis surtout, c'est que je fais une impro, il y en a d'autres et c'est pas comme dans un truc traditionnel. Il faut que tu attendes un certain temps avant de pouvoir voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles du tout ? Ah si, il y a des règles. Il y a un arbitre qui est là et qui, lui, va sécuriser cet espace de jeu avec ses fautes. Mais c'est toi l'arbitre. Alors, moi, je suis l'arbitre aussi. Mais c'est quoi, par exemple, les règles Par dans exemple, l'impro ? c'est manque d'écoute. C'est que tu n'as pas assez écouté ce que l'autre raconte. Non-respect de la catégorie. Parce que si tu fais à la manière de Molière et que ton vocabulaire n'est pas adapté, ça ne marche pas. Et c'est rudesse excessive. C'est que l'autre, tu lui as imposé un personnage alors que lui, il te faisait une autre proposition. Donc, si tu veux, quand les gamins rentrent ou n'importe qui rentre dans cet espace de jeu, l'arbitre sécurise en disant « je suis là ». Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que tout se passe bien pour que tu puisses créer. Donc t'imagines. Donc en fait, la valeur absolue, c'est l'écoute, quoi, dans l'impro. Exactement. Ça, c'est la valeur fondamentale de cette histoire. L'idée générale, c'est quand même qu'il faut un traitement pluridisciplinaire. Idée 1, idée 2, plus on commence tôt, mieux c'est. Tout à fait. Il faut être entouré de différents professionnels. Donc, en fait, il faut approcher la psychologie, il faut approcher la relation avec l'alimentation, donc les diététiciens nutritionnistes. Il faut aussi voir des médecins généralistes, c'est aussi utile. Il faut vraiment avoir une équipe autour de soi pour aller mieux. Et votre deuxième question ? La deuxième question, c'était sur le fait de commencer tôt. Ça revient beaucoup dans le discours des soignants, c'est-à-dire que plus on commence tôt, plus on a des chances de guérir, et de guérir vite d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que la maladie a le temps de s'installer avec les années. C'est ça. Et au bout d'un moment, ça devient très compliqué de déconstruire un petit peu nos habitudes ou notre façon aussi de penser l'alimentation ou de voir notre corps. Et alors, j'avais prévu de vous le demander plus tard, mais vous en parlez maintenant, ça s'installe. Je veux bien qu'on s'arrête quelques instants là-dessus, au point où ça devient identitaire, au point où on en vient, pour certaines personnes, à se dire, bah, finalement, je réussis dans mon anorexie ou je réussis dans ma boulimie. Et quand on a une vie par ailleurs bousculée, chaotique, compliquée, bah, finalement, au moins, c'est un truc qu'on sait faire. Et c'est compliqué de s'en sortir. Je le dis avec des mots simples, mais c'est ce que j'ai compris en vous lisant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une notion d'identité dans la maladie. Et c'est pour ça aussi que c'est encore plus difficile d'en sortir, parce que les personnes qui souffrent de ça, au bout d'un moment, elles se disent, si je n'ai plus la maladie, je ne suis plus rien. C'est ça. Et donc, elles préfèrent garder la maladie, souffrir, quitte à mourir, plutôt que s'en sortir et prendre le risque de devenir ce qu'elles sont. Parce que c'est un grand saut dans l'inconnu. Absolument. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe, à la réalisation aujourd'hui, Mani Pézèche et Romain Luc, au son Héloïse Merlin, maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Maffer à la rédaction, Adrien Fontenot, journaliste sur notre émission. Vous revenez vite, Adrien. Je serai là vendredi, bien sûr. Voilà pour la dernière justement de la saison. Merci beaucoup, Adrien. Très bonne soirée à tous et à demain. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.